Et ça me permet d'avoir une pensée pour les Guyanais qui en ce moment sont en lutte. Ça me rappelle beaucoup la lutte qui s'est passée en Guadeloupe, Jean-Luc, aliénage contre profitation, et pour pouvoir lutter justement contre l'austérité. Et à La Réunion, et à La Réunion. Et à La Réunion. Guyane, c'est la France, Philippe. Oui. Ouais, mais justement, c'est un clin d'œil. Et oui, et donc là, on va faire la jonction finalement, de ce dont on a parlé d'ailleurs aussi pendant toute l'émission, hein, à savoir que l'action syndicale n'a de chance finalement de porter ses fruits que si elle est en lien avec l'action politique. C'est-à-dire qu'il y a un vrai rapport, en tout cas une complicité nécessaire entre ces deux types d'actions. Il y a un lien, mais chacune des deux a son autonomie et il faut la respecter absolument. Mais il y a un lien, c'est évident déjà dans l'histoire. Les grands partis socialistes, lorsqu'il n'y avait qu'un seul parti de la classe ouvrière, soit c'était le parti qui créait le syndicat, soit c'était le syndicat qui créait le parti. Et c'est comme ça qu'est né le mouvement ouvrier dans toute l'Europe et dans le monde. Donc on voit bien le lien. Et puis après, ce sont des circonstances historiques particulières qui, dans chaque pays, ont séparé ou n'ont pas séparé ces deux domaines de l'action. Il y a des pays où ça n'a jamais été séparé, notamment dans les pays de l'Europe du Nord, où le lien entre le syndicat et le parti, ça peut paraître curieux à un Français, mais au congrès du Parti socialiste, en l'occurrence, les syndicats viennent et votent. C'était le cas en Angleterre dans le Labour Party. Donc il y a un lien. Nous avons une tradition en France, on combine différemment. Les syndicats ont une autonomie complète et les partis politiques représentatifs ou qui veulent représenter le monde du travail ont aussi leur propre autonomie et chacun court dans son couloir, souvent ensemble, mais des fois on n'est pas d'accord, ça existe. En toute hypothèse, ce que nous savons, qui est le fruit de l'expérience, là je ne parle pas de théorie, c'est qu'il faut qu'en toutes circonstances, le syndicalisme garde son autonomie, pour qu'on n'ait jamais un syndicat qui serait lié avec un parti au pouvoir et qui finirait par dire oui parce que son parti est au pouvoir à des choses qu'il n'aurait pas acceptées dans notre parti au pouvoir ou qui seraient contraires des fois à l'intérêt particulier de telle ou telle branche de l'entreprise, de l'industrie ou d'une entreprise. Bon. Quand vous dirigez un pays, vous établissez des compromis avec dans un système de tension entre des intérêts différents. Vous établissez un compromis, nous on établit un compromis plutôt favorable au monde du travail, les autres un compromis totalement favorable au monde de l'argent, mais c'est un compromis. Ça ne veut pas dire que usine par usine, entreprise par entreprise, bureau par bureau, ce compromis vous convient. Donc il faut que le syndicat reste la voix de l'intérêt général des travailleurs de l'entreprise, sans aucune entrave d'aucune sorte. Alors ça ne se manie pas facilement, parce que le syndicaliste qui prend un engagement dans la vie politique, il a un engagement de citoyen, alors on peut lui reprocher, est-ce qu'il va rester vraiment un bon syndicaliste? Bref, ça on connaît ça sur le terrain, c'est un des moyens d'ailleurs de pression qui est exercé sur le monde du travail pour l'empêcher de dégager des leaders, des meneurs et des meneuses politiques autonomes. Je veux dire qu'un syndicaliste qui par exemple s'engage à être candidat à une élection législative, si on le montre du doigt, c'est clair qu'au bout d'un moment, on va le mettre au pied d'un mur, il n'a pas envie d'y être. Bon, il est légitime à être député, et s'il est député, sans doute aussi pourrait-il être ministre. Cette pression qui s'exerce sur les syndicalistes, c'est une manière d'éliminer le monde du travail du monde de la politique. Il ne faut pas être naïf. Voilà. Alors, dans ces conditions, il y a une question, je crois, qui m'a été posée assez directement, que j'ai vu apparaître sur l'écran. Sur la nécessité des syndicats, la question me pose, je la vois là en face de moi. Pourquoi parler de lutte sociale et non de dialogue social à notre époque? C'est une question Twitter avec le hashtag lutte sociale. Oui, les mots, souvent, dans la lutte politique, sont piégés. Le dialogue social, qui est-ce qui va être contre? Personne. C'est bien, il faut dialoguer. Bon, mais il y a un adjectif qui pose problème. Social. Ah bon, de quoi on parle? On parle de la paye, on parle des conditions de travail, mais les conditions de travail, la paye, souvent dans plein de petites entreprises, ça se règle à la va comme je te pousse, on discute, on va voir le patron, ou c'est le patron qui vient vous voir. Bon, il n'y a pas de syndicalisme forcément, mais quand on en parle pour des unités de travail beaucoup plus importantes, ni la paye, ni les conditions de travail, ni rien du tout n'est en dehors du contexte économique. D'ailleurs, dès que vous commencez à discuter, vous dites il faut augmenter ma paye, je peux pas, je dois déjà payer ci, je dois déjà payer là. Bon. Et puis, maintenant, il y a un argument qu'autrefois on avait honte de mettre sur la table,
qui est de dire, il faut aussi que je donne des sous, des dividendes aux actionnaires. Et parce que, si vous connaissez la musique, si les actionnaires ne sont pas bien récompensés, alors ils vont s'en aller, ils vont enlever leur capital, ça va être la catastrophe, etc. Bon, ça, sur le plan philosophique, il faut être clair, c'est pas le capital qui travaille, c'est le travail. Hein. La seule source de richesse, c'est le travail, il n'y en a pas d'autre. Le travail humain. Et dans le travail humain, il y a une part qui vous est donnée, vous produisez 100 de richesse, on ne vous donne pas 100, hein, on vous donne 10. Je prends un exemple simple. Et tout le reste, ça va ailleurs. Ça va dans l'investissement, les matières premières, les murs, et puis les dividendes. Donc, à la fin, il y a un problème de répartition entre les uns et les autres. Entre le travail, le travailleur, ça paye, et le capital, son dividende. Et ça, c'est pas sur la base d'un malentendu que les uns prennent beaucoup et les autres rien. C'est pas un malentendu. C'est fait délibérément. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, le capital, il faut le récompenser. Si on lui donne... Autrefois, c'était du 3, du 4% dans l'industrie. Maintenant, si ça ne fait pas 10, 12, des fois 15, j'ai vu des boîtes fermées à 18, hein, eh ben on dit ça ne peut pas aller, donc allez, il faut en mettre un coup. Et les travailleurs, globalement, depuis des années, d'une part par leur travail, mais leur travail dans tout le sens. Quand on met une machine, ça n'enlève pas l'homme. Ça n'enlève pas le salarié, donc il doit réfléchir comment je la fais marcher, comment je la programme, etc., etc. La productivité du travail a fait des bonds gigantesques, au point que, avec 2 fois moins de travail, on produit 30 fois plus de richesse. D'accord? Donc, si vous produisez toujours plus, que la productivité augmente, mais que la paye ne bouge pas, c'est bien que quelqu'un à un endroit prend la différence, hein, puisque vous avez produit plus de richesse, mais votre paye, elle ne bouge pas. Donc, le curseur de la répartition entre le capital et le travail, c'est quelque chose à surveiller. Or là, il y a eu un changement radical. Depuis les années 80, eh bien, il y a 10 points, c'est énorme, hein, qui sont passés des poches du travail, ça venait avant en salaire, et qui sont passés dans les poches du capital, et maintenant ça vient en dividende. Vous vous rendre compte, c'est 196 milliards par an. Alors là, je prends 10 points, mais même si je prenais un peu plus bas, on arriverait au même à des... C'est un peu plus, on va dire c'est 200. Hein. Bon, vous vous rendez compte, ce sont des sommes considérables qui sont retirées de la circulation économique normale, parce que vous, votre paye, vous la dépensez, en gros, vous faites des économies, si vous faites comme moi, hein, vous faites des économies quand vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous ne faites pas d'économies. Mais après, vous allez acheter ce qu'il vous faut pour la vie de tous les jours, pour les gamins, pour tout ça. Donc vous faites tourner le système. Mais supposez le capitaliste qui, lui, ramasse ses 10 et 12%, bon, il ne dépense pas ce qu'il a, sauf qu'il y a des personnages extraordinaires qui arrivent à dépenser plusieurs SMIC par jour, mais la règle normale, c'est pas ça. C'est qu'il y a une limite, vous n'avez qu'un estomac, vous n'avez que 2 bras et 2 jambes, donc vous ne pouvez pas changer de costume toute la journée, ni vous empifferez, ni bon, bref, il y a une limite. Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Tout ça part dans, comme on dit, l'épargne. C'est-à-dire, alors c'est pas l'épargne la vôtre, la mienne, les gens qui entendent l'épargne, ils croient qu'on parle de leur carnet de caisse d'épargne, mais pas du tout. Ça part dans la sphère financière. Donc c'est du travail humain qui produit de la richesse humaine, qui à la sortie produit un dividende, qui fout le camp dans la sphère financière et qui y revient jamais sur le sol de l'activité économique réelle. Donc c'est pour ça qu'on parle de lutte sociale. Bien sûr qu'on préférerait, en discutant, dire écoutez quand même le SMIC il est trop bas, hein, eh bien essayez. Vous vous apercevez que vous n'arrivez à changer que par un rapport de force. De la même manière que vous-même, vous n'acceptez un certain nombre de sacrifices et de privations que parce que vous n'avez pas le moyen de faire autrement. C'est ce que disait Hélène il y a un instant. Si tu viens râler, dans le cadre du dialogue, hein, on te dit, mais si tu n'es pas content, tu peux t'en aller, il y en a 10 qui attendent ta place. Donc c'est bien un rapport de force, ça. Donc le rapport de force, dans l'autre sens, c'est lui qu'il s'agit de construire. Alors on peut dire, on préfère le dialogue à la lutte, mais c'est évident, qui est-ce qui préfère le dialogue? C'est nous. Parce que ce sont les nôtres qui perdent des journées de salaire à faire la grève. Vous savez, chaque fois qu'on voit des grèves, on a l'impression, vous avez les commentaires, on a l'impression que les gens font ça par plaisir et que c'est sans conséquence. Non, ça coûte une journée de travail, c'est très cher de faire la grève. Et quand on manifeste dans la rue, c'est pas pour, j'allais dire, une promenade de santé, j'aime mieux vous dire qu'avec les lacrymos, ça a vite fait de plus être une promenade de santé. Il y a une criminalisation systématique. Hélène vient de décrire comment le processus se passe, mais il vous suffit de vous mettre devant votre écran. Vous voyez toutes les manifs de la loi El Khomri, mais sans exception. Vous n'avez jamais eu une discussion avec un travailleur, je sais pas moi, les vigiles sont venus vers moi, hein, des travailleurs de la sécurité, ils me disaient, Monsieur Mélenchon, maintenant, si c'est l'annualisation du temps de travail, c'est sur 3 ans, nous, on va se faire voler à tous les coups, on en est sûr. On verra jamais la couleur
de nos heures supplémentaires. Ça, c'est des choses concrètes, ça concerne la vie de tous les jours. Si vous avez une femme qui vient et qui dit, écoutez, mais c'est pas possible, vous vous rendez compte, maintenant c'est 3 jours avant qu'ils vont me prévenir qu'on change les horaires. Avant, c'était 7 jours, c'était déjà pas facile, mais 3 jours avant, ça va être la cata. Ça, jamais. Qu'est-ce que vous voyez à la télé? Des gens qui crient, des fumigènes, après vous voyez, ça brûle, 4 types dans un coin pètent 2 vitrines, ça occupe toute la soirée à la télé, parce que l'idée, c'est de discréditer l'action syndicale, l'action ouvrière, pour que les gens aient peur, se disent, oh là là, ce sont des sauvages, ils vont dire, arrêtez, arrêtez, je vous en prie, soyez raisonnables. Et donc c'est comme ça que le rapport de force, je vais terminer là-dessus, le rapport de force, il est là-dedans, c'est dans la tête. Quand vous vous dites, on va y arriver, soit pour une élection ou pour une lutte, à ce moment-là, bon, tout le monde fait bloc. Et si en plus la population dit « Ah bah oui, quand même, ces gens, ils ont le droit de se battre, ils ont le droit... c'est pas bien de les traiter comme ça », alors là, les autres auraient perdu, car je rappelle que les autres, c'est le 1% de la population, ils sont très peu nombreux. Ils peuvent pas gouverner, ils ne peuvent pas tenir les gens en laisse s'ils font pas peur. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils vont pas vous prendre un par un, ils sont pas assez nombreux. Donc ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est vous faire rentrer dans la tête, la lutte sert à rien, le syndicat, c'est prendre du risque, si jamais tu milites, tu vas être puni, si jamais tu vas dans la rue, peut-être que tu ne reviendras pas parce que tout le monde est en train de s'y battre, et ainsi de suite. Donc la lutte, le protagonisme social, son premier enjeu, c'est la conscience des gens. Se dire, ça vaut la peine, tu es légitime, parce que souvent les gens se culpabilisent. Ils se disent, ben moi j'aimerais mieux faire autrement. Et d'ailleurs, vous voyez la forme de la question, elle est pleine de bonne volonté. Hein. Mais on dit, ah ben, il y a le dialogue social, hein, mais d'un autre côté, il y aurait la lutte sociale. Et alors, cette personne, qui doit être très bienveillante, une personne moderne, dit, écoutez, franchement, bon, il n'y a pas moyen de faire autrement que de se taper dessus, que de se... Bon, quand même, dialoguons. Alors, sa démarche, elle est légitime, elle est bienveillante, mais elle a un côté angélique, que moi, mon rôle est de montrer. Hein. Et j'essaye, dans ma manière d'être aussi, d'incarner la volonté de lutte. Souvent, on me dit, ah, vous êtes agressif. Ben, d'accord, il faut quand même que je parle un peu fort. Parce que si je prends la tête d'un gentil premier communiant, personne ne peut croire... Je veux dire, les salariés comme eux, jamais me croiraient, ils diraient, non mais attends, réellement, tu comptes arriver à changer la paye avec ce que tu es en train de dire là, ce que tu es en train de faire? Non, c'est pas possible. Bon, je plaisante un peu, mais tout le monde me comprend. Donc la lutte est en permanence dans la société. Et je veux dire aux gens, c'est normal que ça soit comme ça. C'est pas malsain. Ce qui est malsain, c'est quand il n'y a plus rien. Là, on n'est plus en démocratie. La démocratie nous permet de sortir du conflit, pas de l'annuler, de sortir du conflit par une solution politique. C'est là que tu as raison. Il y a un lien entre la lutte et la politique, parce que l'action politique doit être la sortie par le haut global hein, de ce que la lutte sociale a mis à l'ordre du jour. Et c'est ça l'enjeu des prochaines élections. Si la famille libérale ou la famille tribale ethnique à la Le Pen l'emporte, c'est-à-dire soit si c'est Le Pen, soit si c'est Macron, vous allez vous faire désosser. Hein, parce que c'est écrit en toutes lettres dans leur programme ce qu'ils comptent faire. L'un dit, ben, ma tribu d'abord, les autres pouvaient mourir. Et puis le Macron, lui, il dit, on va enlever ci, on va enlever là. Je parle pas de Fillon, parce que c'est encore la catastrophe est là aussi. Mais ils ont un programme où ce sont les salariés qui vont régler les ardoises de la société. Quand nous, bah, à l'inverse, on dit, bah, hey, il va falloir mettre la main à la poche, messieurs, dames, là, vous avez été bon, bien récompensés pendant des années, maintenant, il faut passer à autre chose. Vous voyez, je suis intarissable, excusez-moi. Non, on ne s'en lasse pas. Alors, eh bien, je pense que... Bravo, c'était super. Franchement, l'émission, elle était géniale. Beaucoup bravo de monde, à vous deux. Qui a apporté effectivement de nombreux témoignages. Venez, Ouais. venez pour conclure cette émission. Venez tous autour de cette table. Merci infiniment d'avoir enrichi ce débat autour des luttes sociales. On va faire quelques débat annonces. absolument passionnant. Pas mal de choses à vous dire. Il y aura un événement à venir dans le cadre de la campagne, toujours avant le 23 avril, autour de ces luttes sociales et autour des syndicats. Vous en saurez bien plus dans quelques jours. Oui. Pas mal de choses aussi à dire. Alors, moi, ce que je voulais vous raconter, c'est que, bon, vous savez que la France Insoumise, eh bien, c'est un mouvement politique qui est constitué dans le cadre d'une élection, hein, faut pas l'oublier, présidentielle, et donc il y a un programme qui s'appelle l'Avenir en commun, qui traite d'un certain nombre de questions qui ont à voir avec justement les luttes sociales. Et
les thèmes dont on a parlé. Je parlerai peut-être, par exemple, de l'ubérisation, du droit du travail, vous voyez, des petites choses comme ça. Hein. Et puis l'égalité femmes-hommes également. Bon, et ben, il se trouve qu'on a précisé un certain nombre de choses au-delà même de l'avenir en commun, c'est-à-dire notamment du côté bien de ces thèmes, on a publié des livrets thématiques qui précisent ces choses, qui vont un peu plus dans le détail de nos propositions, que vous pouvez consulter sur l'avenirencommun.fr. Donc je vous invite à y aller. Par ailleurs, eh bien, la campagne continue d'arrache-pied, et notamment avec Jean-Luc, on se retrouve à Rennes pour une grande réunion publique qui aura lieu dimanche 26, c'est à 15h, c'est donc une réunion publique d'après-midi. Et dorénavant, il y aura deux Comment ça meetings par semaine. Oui. Dorénavant, il y aura 2 meetings par semaine. C'est ma part du travail. Dis donc. En même temps, il y a une caravane qui démarre. Enfin, il y a plein de choses dans le cadre de la campagne. Je vous dis juste une chose, je suis très fier. Et à toi, je te dis spécialement merci, qui a coordonné ce travail. On a fait le pari de tout construire sur un programme. Donc de conscientiser dès le bas niveau. Ouais. Eh ben, ce programme, c'est pas simple, hein. Ce programme reste en tête des ventes de livres dans toutes les librairies. C'est formidable parce que ça montre qu'on est en train de réussir notre pari. Les gens ont compris qu'on n'est pas rassemblés autour d'un personnage, hein, on est rassemblés autour d'un ensemble d'idées et de choses qu'on va faire. Donc, et de projets qui s'est construit pendant plusieurs mois, puisque ce programme est le fruit de longues heures d'écoute, d'entretien, d'échanges pour donc faire ce programme L'avenir en commun, et ça continue avec les livrets thématiques. Dernière chose, donc on l'a dit, le meeting de Rennes le 26 mars. Daniel Simonet va jouer également jusqu'au 26 mars à Paris dans Uber, Les Salauds et Mes Ovaires. Jean-Luc, tu es déjà allé? Non, moi, j'y suis allé. Non, mais franchement, les amis, il faut y aller. C'est extraordinaire. C'est une forme de lutte. Tout à l'heure, on a passé les nouvelles formes de lutte. C'est que Daniel Simonet a toujours été très créative. Et là, elle a inventé le One Woman Show. Hein, sur un seul en scène. En français, on va dire une seule en scène. Et sur un thème très politique. Et c'est pas barbant du tout. On rit tout le long. Quoi. Tellement c'est présenté avec drôlerie. Et moi, je salue cette inventivité que vous avez tous. Donc la dernière à Paris, c'est ce dimanche. C'est le 26 mars. À 16h30. Et ensuite, ça continuera en province. Voilà pour Esprit de campagne autour des luttes sociales. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à vous, l'émission de la campagne de la France Insoumise. Et Jean-Luc Mélenchon, salut, à bientôt. Bravo, résistance. Ouais.